si on classe par basicité, donc la référence, on va la donner à NH3. Les trois radicaux sont des hydrogènes. Alors, il va être le moins basique. C'est B. C'est Oui. FCH2. Oui. Ensuite, C. C'est H3, c'est H2. alors C, ça va être H3, c'est un peu H2. ça va être entre A et Après B. A. Il va être Non, entre ça A va et B pas ou être après A. après A. Après A, monsieur. Voilà le C. Et enfin le D. Très bien. Donc ici, quand on regarde la basicité, un substituant qui va exercer un effet donneur plus I, il va augmenter la charge au niveau du doublet libre. Donc, il va augmenter sa capacité à capter les H+. Donc, un effet plus I augmente la basicité. Par contre, un substituant va exercer un effet moins I, attracteur. L'effet moins I va diminuer au niveau du doublet libre sa capacité à capter les H+. Donc, l'effet moins I va diminuer la basicité. Donc, ici, au niveau de nos substituants, ici, le ClCH2 va exercer un effet moins I. L'éthyle va exercer un effet plus I. Et ici, on a deux éthyles, ça va exercer aussi un effet plus I. L'effet moins I, donc, diminue la basicité. C'est le moins basique, on le trouve ici. L'effet inductif plus I augmente la basicité, donc c'est plus I, et moins I. Entre C et D, dans D, on a deux éthyles, alors que dans C, on a un seul éthyle, donc D va exercer plus sur le doublet libre. Donc, le D sera la molécule la plus basique ici. Et on a C ici. On a donc classé les quatre substituants par ordre de basicité croissante. C'est clair pour tout le monde? Oui. Pour D, on peut mettre plus 2i pour différencier D avec C. Puisque D a 2 plus I. Deux effets indirects. Répétez votre question. Qu'est-ce que vous dites? C et D. Est-ce qu'on peut mettre plus 2i puisque D a deux groupements alkyles pour le différencier avec C? Alors, pour D, vous avez NH, C2H5 et C2H5. Donc, le C2H5 exerce un effet plus I. La même chose, le C2 exerce aussi un effet plus I sur le doublet libre. Dans le cas de C, c'est H, H et C2H5. Donc, il y a un seul groupement éthyle qui exerce l'effet plus I.
Donc, l'effet au niveau de D est plus important que l'effet au niveau de C. Et donc, D va être plus basique que C. D'accord? Oui, Très bien. Alors, on continue. Dans l'exercice 24, ici, on va passer à l'effet mésomère. Donc, l'effet mésomère ici dans l'exercice 24. Pour le phénol, donc essayez de trouver les formes limites pour le phénol. Donc, sachant que la forme limite, elle correspond à des composés où on a un système conjugué. Donc, si vous prenez le benzène, par exemple, un système conjugué, on a une succession de liaisons simples et de liaisons doubles. Tous les atomes sont hybridés sp2. On a les orbitales p qui sont parallèles. Les électrons ne restent pas bloqués en double liaison entre deux atomes spécifiques, mais il y a une migration des électrons autour des 6 atomes de carbone. Et donc, on a deux formes limites. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des formes limites. Dans la première, nous avons une double liaison qui est localisée entre ces deux atomes de carbone, alors que dans la deuxième, la double liaison est localisée entre ces deux atomes de carbone. La même chose pour les autres. La réalité de la molécule, c'est une moyenne des différentes formes limites. Et donc, la double liaison n'est pas entre ces deux carbones et n'est pas entre ces deux carbones, mais 6 électrons pi sont délocalisés sur les 6 atomes de carbone. Donc ici, c'est la forme moyenne des deux formes limites. On a tendance à écrire le noyau aromatique avec un cercle au milieu. Donc ça veut dire que les 6 éléments sont délocalisés. Donc ici, vous avez le phénol. Essayez de trouver les différentes formes limites correspondant au phénol. Je vous laisse 2 minutes.
Bien, on va voir les formes limites du phénol, ici ensemble. Donc, vous avez le noyau aromatique, donc dans le nom ici, mais les doubles liaisons sont conjuguées. Et en plus, juste à côté, vous avez l'oxygène, il y a des doublés libres, séparés par une liaison par rapport au noyau aromatique. Donc, ces doublés libres peuvent participer dans la conjugaison au niveau du noyau aromatique. Donc, ici, l'oxygène qui va donner ces électrons, il va exercer un effet plus M, un effet mésomère, donneur plus M. Donc, pour respecter les règles de l'octet, bien les deux électrons qui forment la double liaison vont se placer sur ce carbone et on peut imaginer une forme limite du phénol dans laquelle maintenant on a une double liaison entre l'oxygène et le carbone. L'oxygène qui a perdu un électron va avoir une charge plus. Et en même temps, ce carbone qui a gagné un électron va avoir une charge moins. Donc, on peut continuer sur la délocalisation électronique. Donc, les deux électrons vont se placer sur ce carbone. On a la forme limite suivante. Toujours la charge plus sur l'oxygène. Maintenant, on a une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Ce carbone qui a gagné une charge moins ici. Et on peut continuer encore avec une autre forme limite. Toujours la charge plus sur l'oxygène. Les doubles liaisons sont maintenant localisées ici et on a une charge moins sur ce carbone. Et qui nous donne une dernière forme limite avec le doublet qui revient sur l'oxygène. Avec ces deux doublets et doubles liaisons maintenant sont localisées ici. Voilà, donc on a dessiné les différentes formes limites qui peuvent correspondre à cette molécule qui est le phénol. Et à partir desquelles on peut avoir une forme moyenne des différentes formes limites dans lesquelles entre le carbone et l'oxygène, on n'a pas une liaison simple, on n'a pas une liaison double, on a une délocalisation électronique. Et la même chose entre les différents atomes de carbone, on n'a pas une liaison double et pas une liaison simple, mais une liaison intermédiaire entre les deux qui correspond à une délocalisation électronique. On observe au niveau de ces formes limites qu'il y a une apparition de charge plus sur l'oxygène ou éventuellement un oxygène sans charge. Donc, il y a apparition d'une charge plus sur l'oxygène et on voit l'apparition de charge moins sur la position ortho, et sur la position para. Donc, on a un delta moins, donc apparition de charge moins sur ces carbones et pas sur les positions méthane. Si vous avez la forme moyenne qui correspond à la molécule du phénol qu'on a déterminée par délocalisation électronique en dessinant les différentes formes limites.
Alors, dans la question, on vous demande aussi de déterminer les sites électrophiles et nucléophiles. Électrophiles et nucléophiles. Alors, les sites électrophiles, ce sont les sites donc, qui sont attirés par les électrons étant chargés négativement. Donc, les sites électrophiles vont être chargés positivement. Donc, ici, le site électrophile, c'est au niveau de l'oxygène qui porte la charge plus. Nucléophiles, donc, ce sont des sites qui sont attirés par les zones chargées positivement. Donc, ça veut dire qu'ils sont chargés négativement. Ici, on a un site nucléophile. En para, c'est aussi un site nucléophile. Et vous avez ici aussi un site nucléophile. Donc, quand il y a une réactivité chimique au niveau de la molécule, si vous avez par exemple une base, donc la base va être attirée par la zone chargée positivement. Donc la base va jouer le rôle d'électrophile, elle va être attirée par la zone chargée positivement. Et par la délocalisation électronique, on voit grosso modo dans la molécule où sont les zones réactives, d'une part, et d'autre part, quel type de réaction ils peuvent faire. Est-ce qu'ils sont chargés positivement ou est-ce qu'ils sont chargés négativement? Est-ce qu'ils vont jouer un rôle électrophile ou un rôle nucléophile? Des questions? Monsieur, Oui. comment on peut déterminer les groupements plus M et moins M? Alors ici, ça va dépendre de chaque groupement et quel effet il peut avoir au niveau de la délocalisation électronique avec le noyau aromatique, avec la zone où il y a la conjugaison. Donc ici, quand on prend dans le phénol, donc ici, vous avez la fonction OH, l'oxygène, il a un doublet libre, et ce doublet libre va participer avec les électrons pi au niveau du noyau aromatique. Et donc, c'est l'oxygène qui va donner son doublet libre. Donc, à partir de là, on a un effet plus M. Donc, on va le voir dans la molécule suivante. Donc là, on va voir pour l'aldéhyde. Vous avez aussi l'oxygène qui a un doublet libre et qui rentre ici avec le noyau aromatique. Et on va voir quel effet mésomère il va exercer par rapport au noyau aromatique. Bon, je vous laisse 2 minutes. Essayez de faire la même chose et trouver les formes limites pour le benzaldéhyde. Allez-y.
Vous avez terminé? Bon, on va voir cette structure ensemble, comment on peut déterminer les formes limites. Vous m'entendez toujours? Très bien. Oui, monsieur. D'accord. Alors ici, dans cette molécule, nous avons N, donc qui est impliqué dans la forme aldéhyde avec une double liaison avec le carbone, suivie par une liaison simple et une double liaison au niveau du noyau aromatique. Donc dans le noyau aromatique, on a cette succession de double liaisons, on a la conjugaison. Donc ici, vous avez la conjugaison de la double liaison entre le carbone et l'oxygène qui est en conjugaison avec les électrons du noyau aromatique. Eh bien, ici, l'oxygène va attirer les électrons de façon à permettre la conjugaison au niveau des liaisons. Et donc ici, l'oxygène va exercer un effet attracteur, un effet -M. Si on suit cette délocalisation électronique, elle va nous donner une forme limite dans laquelle l'oxygène qui a pris les deux électrons de la liaison va avoir une charge moins et elle va avoir 3 doublés. On aura une double liaison entre ces deux atomes de carbone. Ce carbone qui a perdu ces deux électrons va avoir une charge plus. Et on a toujours les deux doubles liaisons ici. Alors, comme les électrons ont la possibilité d'être délocalisés, on va avoir ces deux électrons dans la zone où ils peuvent être délocalisés et nous permettent de dessiner une autre forme limite dans laquelle cette fois la double liaison va être ici. On a toujours une double liaison sur ce carbone et on a toujours l'oxygène qui a gagné un doublé avec la charge moins. La double liaison est toujours entre ces deux atomes de carbone. Et maintenant, ici, ce carbone qui a perdu un électron va porter une charge plus. Donc, la délocalisation peut se poursuivre avec une autre forme limite dans laquelle, cette fois, les doubles liaisons sont à ce niveau. Toujours la charge moins sur l'oxygène et maintenant la charge plus sur ce carbone. Et pour terminer la délocalisation, les électrons pi vont combler le vide qu'on a ici et en même temps, les deux électrons sur l'oxygène vont former la double liaison entre le carbone et l'oxygène et on peut imaginer une dernière forme limite dans laquelle on retrouve la double liaison entre le carbone et l'oxygène dans la forme aldéhyde et les doubles liaisons sont localisées entre ces atomes de carbone. Ça nous donne donc les différentes formes limites au niveau de l'aldéhyde. Donc, à partir de là, on peut construire une forme moyenne.
dans laquelle les doubles liaisons ne sont pas localisées entre le carbone et l'oxygène ou entre le carbone et le carbone, mais les électrons pi sont délocalisés entre les différents atomes de carbone. Avec apparition de charge delta plus et delta plus. Donc maintenant, les zones nucléophiles et ils changent au niveau de cette molécule. Le nucléophile, donc, qui va vers zone chargée négativement, c'est dans cette position. Et électrophile, ce sont les positions ortho et par. Donc, contrairement au phénol, donc le phénol, les zones nucléophiles est en position ortho et para. Et dans l'aldéhyde, le benzotrophile, c'est en ortho et para. Bien, parce que comme vous le voyez ici, l'effet mésomère change. Donc, dans la forme aldéhyde, on a un effet mésomère donneur, attracteur, pardon. Et dans le phénol, on a un effet mésomère donneur. C'est bon, c'est clair? Des questions? Oui, monsieur, c'est clair. Monsieur, pour localiser les nucléophiles et électrophiles, on va mettre seulement des flèches. Ben ici, on répond juste à la question. Alors ici, dans la question, on nous demande de donner les sites électrophiles et les sites nucléophiles. Un site électrophile, donc c'est un site qui est chargé positivement. Donc il va être attiré par tout ce qui est négatif. Attiré par des zones qui sont riches en électrons. Et la même chose pour les nucléophiles. Le nucléophile va être attiré par des zones chargées positivement. Donc le nucléophile sera chargé négativement. Donc, on nous demande les sites au niveau de la molécule. Et ici, comme vous l'avez vu, la délocalisation électronique fait apparaître des charges au niveau de la molécule. Alors, l'apparition de ces charges nous permet, au niveau de la molécule, de dire quels sont les... Ça veut dire qu'ils ont soit un excès d'électrons, soit des lacunes d'électrons, donc ils vont essayer de les combler. Pour les combler, ils sont susceptibles de réagir. Ça nous permet de voir les zones de réactivité dans la molécule. Ça d'une part. Et d'autre part, selon la charge, c'est une charge négative ou une charge positive, ça nous permet de déduire quel type de réactivité. Est-ce qu'elle va être de type électrophile ou nucléophile? Et donc, selon ce qui est disponible dans le milieu réactionnel, on peut déduire sur quelle zone il va réagir. Si on a dans le milieu un réactif qui est électrophile, donc automatiquement, on voit sur quelle zone il va réagir. Donc l'électrophile
il va aller vers les zones qui sont pauvres en électrons. Et donc, au niveau de la molécule, on voit la zone qui est pauvre en électrons et on peut imaginer, on peut deviner le sens de la réaction. Donc, c'est l'objectif d'étudier la délocalisation électronique. Ça nous permet de déchiffrer les zones au niveau de la molécule pour savoir quel type de réactivité on va voir et sur quelle zone précise la réaction peut se produire. Monsieur, Voilà, donc la deuxième question. monsieur, Oui, s'il vous plaît, par rapport à la dernière forme limite de la benzaldéhyde, on n'a même pas les deux doubles libres au niveau d'oxygène. Pourquoi? l'oxygène, il a toujours ses deux doublés libres. Donc ici, c'est juste une écriture. L'oxygène a ses doublés libres. Ici aussi, il a les deux doublés libres et il a le doublé libre qu'il a gagné. Il a 3 doublés libres. Dans la molécule numéro 3, il a aussi les 3 doublés libres. Comme ce qu'on a ici dans la molécule 2. Il a les 3 doublés libres. Donc ça, normalement, vous le savez. L'oxygène, il a 8 électrons. Dans l'état d'hybridation et dans sa configuration électronique, il a 2 doublés libres pour l'oxygène. Pour l'oxygène, vous le savez toujours, il a 2 électrons célibataires qui vont former 2 liaisons. L'oxygène forme 2 liaisons, un électron pour chacune. Et il a 2 doublés libres. Il a toujours 2 doublés libres. Donc, si on ne le dessine pas, ça ne veut pas dire que l'oxygène a perdu ses doublés libres. Il les a toujours. D'accord. Merci. Donc, juste pour simplifier le dessin, donc je n'ai pas représenté le doublé libre. Donc, quand on vous demande de représenter les molécules dans la forme de Lewis, si on précise la forme de Lewis, la forme de Lewis nous demande de donner tous les électrons de la couche externe. Donc, on est obligé de représenter le doublé libre. Si on ne demande pas la forme de Lewis, l'essentiel, c'est de montrer les liaisons entre les atomes. Ici, une double liaison, ici, une liaison simple. Voilà. Donc, si des fois, je ne représente pas les doublés libres, ça sous-entend que les doublés libres existent toujours au niveau de l'atome d'oxygène. Comme vous le savez aussi, l'atome d'azote a un doublé libre. Donc, à chaque fois quand on représente l'atome d'azote, si on ne met pas le doublé libre, ça ne veut pas dire que le doublé libre n'existe pas. Il existe toujours. Il faut en tenir compte si on essaie de chercher la réactivité par rapport à l'azote, comme ce qu'on a vu tout à l'heure pour la basicité. C'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. Donc, la deuxième question. Donc, ici, on nous demande les formes limites de la pyridine et du pyrrole et de comparer leur basicité. La basicité, donc ici, dans la pyridine, vous avez l'azote. Donc ici aussi, n'oubliez pas que l'azote a un doublé libre. Et dans le pyrrole, on a aussi un azote. L'azote a aussi son doublé libre. Dans la pyridine, nous avons un cycle à 6 atomes, 5 atomes à 6 atomes. 5 atomes de carbone et l'atome d'azote. Et au niveau de la pyrrole, nous avons un cycle de 5 atomes. 4 atomes de carbone et un atome d'azote. Donc, allez-y, je vous laisse 5 minutes
Donc, essayez de faire les formes limites pour la pyridine et pour pyrrole, et en essayant de comprendre ou de comparer la basicité entre ces deux. La basicité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est au niveau du doublet libre dont vous disposez ici. Donc, allez-y, essayez de faire les formes libres pour ces deux molécules.
Monsieur, votre micro est désactivé. Oui, d'accord. Je n'ai pas encore commencé. Donc, je vous laisse encore 2 minutes pour terminer. J'étais juste en train de préparer les molécules. Allez-y, continue. C'est bon, vous avez terminé? D'accord, bon, on va essayer de voir la délocalisation qu'on peut imaginer au niveau de ces deux molécules. Donc, si on commence par la pyridine, alors dans la pyridine, donc, nous avons l'azote qui peut participer dans la délocalisation électronique. Donc là, éventuellement, par son électronégativité, donc il peut attirer les électrons que nous voyons ici dans la liaison pi. Et on aura une forme limite. Ces doubles liaisons n'ont pas bougé. L'azote qui a gagné un électron de la double liaison va avoir une charge moins. Il a toujours son doublet libre. Et ce carbone qui a perdu son électron va avoir une charge plus. Bien, cette lacune va être comblée par les électrons qui peuvent se délocaliser. Et donc, on peut imaginer une autre forme limite. Donc, laquelle l'azote, il a toujours sa charge moins. La double liaison est maintenant ici et ici. Et c'est ce carbone qui a perdu son électron qui va prendre la charge plus. La délocalisation continue. Et on peut imaginer l'autre forme limite. Donc, dans laquelle l'azote a toujours sa charge moins. La double liaison est localisée entre ces deux carbones. Et maintenant, c'est ce carbone qui porte la charge plus. Et enfin, la dernière forme limite, dans laquelle ce double va former la liaison entre ces deux atomes de carbone. Et on aura donc la forme limite avec maintenant la double liaison entre ces deux carbones, entre ces deux carbones et entre ces deux carbones. La moyenne des différentes formes limites, donc qui représente la molécule de pyridine, sera donc sous cette forme le doublet libre de l'azote et les électrons pi sont délocalisés au niveau des 6 atomes qui constituent le cycle, avec apparition de charge moins sur l'azote et apparition de charge plus en position ortho et par. Donc delta plus et delta plus. Donc ça, c'est au niveau de la pyridine. C'est clair ici? Des questions?
Alors, on voit pour pyrrole. Pour pyrrole. Alors, ici, dans la conjugaison, le doublet de l'azote va participer au niveau de la conjugaison. Donc, on a les deux doublesons ici. Le doublet de l'azote va former une double liaison ici et en même temps, les deux électrons vont se déplacer sur le carbone adjacent qui nous permet d'imaginer la forme limite dans laquelle nous avons une double liaison ici, une double liaison ici. L'azote qui a perdu un électron va porter la charge plus et ce carbone qui a gagné un électron va avoir la charge moins. La délocalisation électronique peut se poursuivre. Donc, ce doublet va former la double liaison entre ces deux atomes et en même temps, les deux électrons de la double liaison vont se porter sur cet atome de carbone. Alors, ça nous donne notre forme limite. L'azote a toujours sa charge plus. On a la double liaison entre les deux carbones. Maintenant, la double liaison se trouve ici. Et ce carbone a gagné une charge moins. La délocalisation peut se poursuivre de cette façon. Et on va imaginer une autre forme limite. Dans laquelle maintenant nous avons la double liaison entre ces deux carbones, la double liaison entre ces deux carbones, la charge plus sur l'azote et une charge moins sur ce carbone. De la même façon, cette fois, donc vous avez la double liaison ici, la double liaison ici, et la charge moins maintenant sur ce carbone. Et une dernière délocalisation électronique avec les deux électrons qui reviennent sur l'atome d'azote. Et ça nous donne une autre forme limite. Et l'azote qui a récupéré son doublet. Donc, à partir de là, on peut construire une forme moyenne de ces différentes formes limites qui correspondent à la pyrine. Donc, dans cette forme moyenne, donc vous avez une délocalisation sur les différents centres avec une participation du doublet libre de l'azote. Et ça nous fait apparaître une charge plus sur l'azote et des charges moins sur les 4 atomes de carbone. Donc, comme vous le voyez, sur chaque atome de carbone, il y a apparition de la charge moins.
Donc là, vous avez la forme moyenne dans le cas de la pyridine. Alors maintenant, quand on compare les deux, au niveau, ici c'est le pyrrole, pardon. Au niveau du pyrrole, dans la délocalisation électronique, le doublet libre, ici de l'azote, il participe dans la délocalisation. Par contre, quand on revient à la pyridine, le doublet libre ne participe pas. Le doublet libre de l'azote. Dans le pyrrole, le doublet libre participe. Par contre, dans la pyridine, ne participe pas. Or, si on veut comparer la basicité au niveau de l'amine, c'est le doublet libre qui définit la basicité. Plus disponible, plus la base est forte. Dans la pyridine, le doublet libre est disponible, donc il peut jouer son rôle de base. Par contre, dans le pyrrole, on voit bien que le doublet libre, il participe dans la délocalisation électronique. Alors, s'il participe dans la délocalisation électronique, il est moins disponible. Le doublet libre est moins disponible. Donc, ça veut dire que la basicité va diminuer. Et donc, à partir de là, on peut conclure que la pyridine donc va avoir une basicité plus importante que le pyrrole. Donc, pyridine sera plus basique si on compare la basicité. C'est clair pour tout le monde? Donc ici, par cette gymnastique de phénomène de mésomérie, la mésomérie, c'est la délocalisation électronique. Au niveau du pyrrole, donc on voit que le doublet libre de l'azote participe dans la délocalisation électronique, alors que dans la pyridine, le doublet libre ne participe pas. Dans la pyridine a une charge partielle négative. Alors que dans le pyrrole, on voit bien que l'azote porte une charge partielle positive. Il attire moins les bases. Donc, C'est dans le périmètre participe. Alors, ici, quand vous regardez votre atome d'azote, ici dans le pyrrole, l'azote a une apparence d'hybridation sp3. Si je reviens ici. Donc ici, si vous
prenez l'azote, on va au niveau de la pyridine. Ici, l'azote, il est dans une hybridation sp2, parallèle avec les orbitales p des atomes de carbone. Donc, ceci veut dire que si l'orbital p de l'azote qui contient les électrons pi est parallèle avec les autres orbitales, le doublet libre, il sera perpendiculaire à l'orbital p. Et pour avoir la délocalisation électronique, les orbitales doivent être parallèles pour qu'il y ait recouvrement. Donc ici, l'orbital qui contient le doublet libre n'est pas parallèle aux orbitales p. Donc c'est difficile pour les électrons doublés libres de participer à la conjugaison. Par contre, dans le cas de la pyrrole, ici, on n'a pas d'orbital p qui sont parallèles par rapport aux orbitales p des autres carbones. Et on a le doublet libre qui est dans une position sp3. Il n'est pas vraiment parallèle par rapport à ces orbitales p, mais par contre, il est proche de façon à faire le recouvrement d'orbitales atomiques. Et donc, il est proche pour participer dans la délocalisation électronique avec les autres électrons pi. Alors que dans la pyridine, il est dans une position qu'il ne peut pas participer dans la délocalisation. C'est clair? Oui, merci, monsieur. Donc, dans la pyridine, le doublet ne participe pas. Dans la pyrrole, il participe. Donc, s'il participe, ici, la basicité diminue. Bon, comme vous le voyez, bon, ici, quand on revient à la géométrie des molécules, ce qu'on a vu au niveau du premier chapitre, donc ce qui concerne l'hybridation. Alors, l'hybridation, donc, ça vous permet d'abord de voir la configuration électronique externe de chacun des atomes, le nombre d'électrons de la couche externe, c'est ce qui participe dans les réactions. Donc, c'est ce qu'on doit considérer. Et aussi, on a la géométrie des orbitales atomiques dans lesquelles se trouvent ces électrons. Et connaissant cette géométrie, donc ça nous permet d'interpréter aussi bien l'organisation de la molécule, mais aussi sa réactivité. Donc, pour bien étudier les molécules organiques, il vaut mieux bien cibler, bien saisir l'état d'hybridation des différents atomes. Donc, ça nous facilite l'étude de la réactivité. D'accord? Bien. Donc, on va continuer Monsieur, avec l'exercice 25. Oui, monsieur, oui. monsieur, j'ai pas bien compris comment on fait le sens de la délocalisation. Comment? Quel sens de J'ai la pas compris délocalisation? comment délocalisation des liaisons des doublés vers, à gauche ou bien à droite. Je ne sais pas pourquoi. Comment on le sait? D'accord. Bon, quand vous regardez votre molécule, quand on prend ici le pyrrole,
Donc, pour passer à la forme suivante, donc ici, on fait une délocalisation électronique. Donc, on imagine par rapport à notre molécule. Donc, ici, dans la délocalisation, nous l'avons fait vers la gauche, mais rien ne vous empêche de faire la délocalisation vers la droite. Il n'y a pas de sens prédéfini pour la délocalisation. Les électrons peuvent tourner dans n'importe quel sens. Comme vous le savez, l'électron a un spin, donc l'électron, il peut tourner dans n'importe quelle direction. Donc, si on suit ce sens de délocalisation, eh bien, on va avoir cette forme limite. Avec un plus sur l'azote. Maintenant, la double liaison va être entre ces deux atomes de carbone. On va avoir toujours cette double liaison ici. Et on a une charge moins là. Donc, si on fait le mouvement des électrons dans le sens inverse, on va commencer par cette forme limite. Et si vous prenez cette forme limite, on va la retrouver ici. C'est celle-là. Donc, que ce soit vous tournez à droite ou vous tournez à gauche, la délocalisation électronique vous permettra d'avoir les différentes formes limites de la molécule. Ça répond à votre question? C'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. Alors, dans cet exercice, donc nous avons un ensemble de réactions chimiques. Donc, dans une réaction, vous avez les réactifs et on a les produits. Et on peut avoir éventuellement des catalyseurs ou ce qu'on appelle les conditions de réaction. Et au cours de la réaction, donc il y a des transformations des molécules. Et en fonction de ces transformations qu'on peut observer, on peut classer les types de réactions. Alors, nous avons vu que malgré la grande diversité de réactions en chimie organique, bien, ces réactions peuvent être classées en quelques réactions spécifiques. On peut définir comme étant soit des réactions de substitution, soit des réactions d'élimination, soit des réactions d'addition. Donc, bien sûr, ici, quand on classe les réactions seulement par ces types de transformations, on limite donc largement la diversité des réactions. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, quand on prend les réactions de substitution, elles peuvent aussi être classées en différents types de réactions de substitution. La même chose pour la réaction d'élimination. Donc, ceci, vous aurez l'occasion de l'étudier d'une façon plus précise si vous continuez ou si dans votre cursus, vous allez avoir plus de chimie organique. Mais pour l'instant, donc on se limitera à ces classes de réactions. Donc, quand on parle d'une réaction de substitution, substituer quelque chose, c'est la remplacer. Donc, si on prend le bilan de la réaction, au niveau des réactifs et du produit, nous avons remplacé le brome par OH. Nous avons substitué le brome
par OH. C'est une réaction de substitution. La réaction d'élimination, éliminer quelque chose, c'est enlever ou donc, éliminer quelque chose. Quand on regarde le bilan de cette réaction, vous avez ici, dans cette molécule, X et H qui vont être éliminés de la molécule X et H est remplacé par une double liaison. Donc ça, c'est une réaction d'élimination. L'inverse de la réaction d'élimination, c'est la réaction d'addition. L'addition, ajouter quelque chose à une molécule. Donc, quand on compare notre molécule, donc ici par rapport au réactif, on avait la double liaison sur laquelle on va rajouter H et Br. H et Br qu'on va rajouter au niveau de la double liaison. Donc, on a rajouté Br et ici H. C'est une réaction d'addition. Donc là, un classement très simple, mais qui nous permet de différencier entre les réactions que nous avons. Alors, vous avez des exemples ici. Alors, pour la première substitution. Effectivement, nous avons remplacé le chlore par l'iode. La deuxième réaction. Addition. Addition. Regardez bien. Alors ici, vous avez un hydrogène qu'on remplace par un brome. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Substitution. Substitution. C'est une réaction de substitution. Tout à fait. Nous avons remplacé l'hydrogène par un brome. La troisième réaction. Addition. Tout à fait. Donc, vous avez HCl, vous aviez la double liaison, et ici, on a rajouté H et Cl. Donc, c'est une réaction d'addition. Très bien. La dernière. Élimination. Effectivement, donc on avait ici H et Cl. Et donc, on a une élimination. On obtient la double liaison. C'est une réaction d'élimination. Très bien. Des questions sur ces réactions? Parfait. Donc, avec ça, on aura terminé les séances de cours. Vous avez encore la semaine prochaine, avant la période des examens,
Donc, les examens, comme vous le savez, ça sera en présentiel. Donc, on vous invitera à la FST. Et normalement, on prendra toutes les mesures nécessaires pour que vous passiez l'examen dans les meilleures conditions. Mais en même temps, vous aussi, vous devez prendre toutes les précautions nécessaires en venant à la FST pour la semaine d'examen. Ben, les mesures nécessaires, vous les connaissez. Donc, c'est le port du masque. Il est obligatoire. Ça vous protège et ça protège vos camarades. Vous lavez les mains le plus souvent